Vous êtes très obéissant ce matin. Magnifique. Alors, je voudrais accueillir tout le monde à cette activité. Je m'appelle Afton Pirne, représentant national environnement, santé et sécurité au CTC. Je voudrais annoncer plusieurs détails avant qu'on commence. Les choses liées aux procédures. D'abord, les salles de bain. Il y en a deux. Si vous tournez à droite et vous continuez au-delà du foyer, il y a vous allez trouver les salles de bain sur la droite. Et si vous entrez dans le foyer et vous descendez d'un étage, vous allez les trouver à gauche. Ensuite, les sorties d'urgence, si vous sortez à gauche, il y a les portes principales pour l'extérieur. Il y a une caméra. On est en train de nous téléviser, nous enregistrer aujourd'hui. Alors, on invite les gens à poser des questions tout au cours de la journée. Les séances vont encourager la participation. Il y aura des questions et des réponses. Si vous posez une question, sachez que vous serez enregistré à l'oral. La caméra pointe la scène. On ne va pas voir votre visage, mais on va quand même vous enregistrer. Ceux qui regardent en télévision au web, vous pouvez poser une question. Vous pouvez utiliser le courriel que vous allez trouver au site web. Vous pouvez utiliser le Twitter, mais le courriel va être plus efficace. Alors, on va être sûr que quelqu'un puisse répondre à votre question en anglais ou en français. Deux choses de plus, on va parler dans les deux langues. Si tu ne comprends pas l'anglais, si tu ne comprends pas le français, maintenant, c'est le moment pour sortir ton appareil. So, if you don't understand French or English... Si vous ne comprenez pas l'anglais ou le français, c'est très important d'avoir les écouteurs tout au cours de la journée parce que les gens vont passer d'une langue à l'autre et ce qui est très important, on va suivre l'horaire. Nous avons des conférenciers excellents et nous voulons être sûrs d'avoir suffisamment de temps pour qu'on puisse poser des questions. Alors, il faut en rester conscient. Voilà. Ceci dit, je voudrais présenter Catherine Littell. C'est une amie et c'est une personne merveilleuse, impressionnante. Elle est professeure titulaire de droit civil à l'Université de Ottawa. Elle est titulaire de la chaire de la recherche du Canada en droit de la santé et la sécurité du travail et professeure aussi entre 2000 et 2006 à l'Université du Québec et on travaille dans la biologie, la recherche et l'environnement. Elle est professeure auxiliaire à l'École de sciences sociales. Elle se spécialise dans des questions légales reliées à la santé et sécurité au travail. Et elle est auteure de nombreux titres dans ces domaines. Alors, je vais voir si tout le monde a les écoutes. Canada en droit de santé et de la sécurité du travail, Catherine Littell s'est jointe à la faculté de droit, section droit civil, à l'Université d'Ottawa en 2006, où elle était professeure titulaire. Membre du barreau du Québec depuis 1978, elle a été professeure de droit au département de sciences juridiques de la faculté de sciences politiques et de droit de l'Université du Québec à Montréal de 1982 à 2006. Et elle est membre du Centre de recherche interdisciplinaire sur la biologie, la santé, société et l'environnement de l'Université du Québec à Montréal. Chercheuse spécialisée sur les questions relatives aux droits de la santé et la sécurité du travail, elle a travaillé en partenariat avec plusieurs organisations syndicales, notamment dans le cadre des travaux de l'équipe L'Invisible qui fait mal. Et tout ça dit, Catherine Littell. Thanks, Andrea. Merci, Andrea. Est-ce qu'on m'entend? C'est notamment parce que mon collègue Steve Biddle, qui me suit, présentera uniquement en anglais. Alors, time to put your stuff on again. C'est le moment d'utiliser les écouteurs. Comité organisateur et aussi au nom de la Chaire de recherche du Canada, je vous accueille chaleureusement et je vous remercie de votre présence et de votre participation. Je vais dire quelques mots sur les origines de l'activité d'aujourd'hui pour ensuite vous donner quelques pistes d'écoute pour pouvoir mieux analyser ce que vous allez entendre et ce que vous allez pouvoir dire dans les prochaines journées, aujourd'hui et demain. Alors, l'activité aujourd'hui a été organisée pour commémorer la catastrophe minière
à la mine Westray de 1992. Et l'activité convie non seulement des universitaires, que ce soit des universitaires canadiens ou de l'étranger, mais aussi des intervenants syndicaux et patronaux en milieu de travail, les personnes travaillant en milieu policier et les procureurs de la couronne, en plus d'étudiants et de professeurs de diverses facultés et diverses disciplines. L'idée d'organiser une telle activité pour commémorer le 20 ans de Westray provient évidemment du milieu du travail, ça c'est vrai, mais surtout, et je veux le souligner, c'était l'initiative d'un jeune chercheur qui va être gêné, Corey Willard, qui était étudiant au bac en common law et qui avait fait un travail de session sur la loi Westray, puis qui a dit qu'il faut faire quelque chose. Alors, je veux le souligner, je trouve ça particulièrement important, et si vous voulez applaudir Corey, on peut le faire. Là, il va être gêné pour vrai, là. Et, bon, ça a été un plaisir de réagir vraiment à son initiative, et comme équipe organisateur, je pense que c'est important. L'équipe qui organise le colloque est formée d'une part par le professeur Stephen Bittle, qui est prof en criminaux et qui vraiment est chercheur principal et organisateur principal de ce colloque. Il y a la professeure Gabrielle Saint-Hilaire de Common Law. Il y a moi-même de droit civil et de la chaire de recherche du Canada. Il faut souligner aussi la participation au comité de Andrea Peart du Congrès du travail du Canada que vous venez de rencontrer, Pat Van Horn des Métallos, Andy King, qui, pour le faire rire, c'est notre étudiant de maîtrise à l'Université d'Ottawa, mais c'est aussi un acteur vraiment clé dans le développement de cette législation à l'époque, et c'est quelqu'un qui a œuvré auprès des Métallos pendant de nombreuses années, et je pense que la plupart des gens ici le connaissent. Il y a aussi Corey, évidemment, qui est sur le comité organisateur, Corey Willard. On bénéficie d'un appui extraordinaire de Caroline Couillard, qui est la coordonnatrice de l'activité et que vous avez pour la plupart eu l'occasion de rencontrer, ne fût-ce que par courriel, depuis le début de l'organisation. Et on veut aussi souligner l'appui du CRSH, du Conseil de recherche en sciences humaines, des deux facultés, la faculté de droit, la faculté de sciences sociales, et des deux sections de la faculté de droit, autant droit civil que common law. Quelques bémols, si vous voulez, quelque chose à souligner. Vous êtes tous conviés ici pour parler, si vous allez parler, que ce soit comme participant à un panel ou comme présentateur ou que ce soit comme un membre du public, vous êtes conviés ici à titre individuel. Et on veut vraiment souligner que les gens vont parler dans leur nom personnel, ne lient pas leurs organisations. Et c'est important que les gens puissent parler librement sans penser qu'ils vont se faire reprocher le comportement de leur syndicat, de leurs entreprises, de la police de telle province ou des procureurs de la couronne de telle autre province. Alors, les gens sont vraiment ici à titre individuel et on espère qu'on va pouvoir avoir des échanges francs, mais sans des reproches les uns aux autres. Un des objectifs de l'activité est de fournir un espace qui permettra d'échanger librement sur les questions qui seront soulevées pour pouvoir collectivement mieux comprendre ce que moi, en mon nom personnel, qualifierais la stagnation dans la mise en œuvre du droit criminel corporatif. Nous espérons que les échanges demeureront constructifs et que chacun laisse son chapeau institutionnel à la porte. Et on n'est pas ici pour juger les institutions gouvernementales, mais bien pour travailler collectivement pour les renforcer. Vous allez entendre des présentations, et là, c'est au niveau du contenu, je peux dire scientifique, je peux dire juridique. Il y a beaucoup d'avocats dans la salle, mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas des avocats. Et je ne vais pas provoquer un stress post-traumatique en vous disant qu'il y a plusieurs présentateurs qui sont vraiment des juristes à la fine pointe, mais c'est très juridique. Mais dites-vous que vous soyez ou non avocat, vous allez entendre des présentations d'Australie, du Royaume-Uni, de la France et du Canada. Et j'attire votre attention sur le fait que le droit qui fait l'objet de leur présentation diffère beaucoup d'un pays à l'autre. Et que vous soyez un militant ou que vous soyez un juriste, c'est important de bien comprendre ça parce que l'action militante ensuite découle vraiment de la réalité que les gens sont en train d'écrire. Alors, pour répondre à la question relative à l'impact de la législation criminelle sur les pratiques des entreprises et les autres acteurs, pour savoir si les entreprises ont changé de comportement en raison de l'existence d'une loi criminelle, il faut donc porter attention au contenu même de la loi et à l'environnement juridique.
Alors, je vais vous donner quelques questions de réflexion qui peuvent peut-être alimenter votre réflexion pendant que vous écoutez ce qui va suivre. Alors, premièrement, qui sont les personnes potentiellement ciblées par la loi criminelle? La réponse au Canada est différente que la réponse en Australie. Est-ce que le syndicat ou les membres du comité de santé et sécurité peuvent être poursuivis en vertu du droit criminel du pays en question? Qu'en est-il du superviseur, du PDG? Qu'en est-il des actionnaires? Quelles options demeurent disponibles pour les procureurs de la Couronne? En dehors du droit criminel, est-ce qu'il y a des lois statutaires en santé et sécurité du travail qui permettent l'emprisonnement d'un acteur qui aurait agi de manière négligente? La réponse, encore une fois, change d'un pays à l'autre et d'une province à l'autre en ce qui concerne le Canada. Quel rôle pour les policiers et policières? Y a-t-il une formation adéquate qui leur permet d'enquêter sur les crimes survenus dans un contexte d'accident de travail? Et finalement, et ça va devenir vraiment frappant pour les Canadiens, tout au moins, et les gens de Common Law, demain, lorsqu'on entend Annie Thébault-Monnier et François Laforgue qui vont participer à distance par vidéoconférence demain de la France, quel rôle pour les victimes dans le procès pénal? Parce que vous allez voir qu'en Europe, c'est très différent et on peut se poser la question de savoir si cela change quelque chose. Alors, ce sont quelques questions auxquelles il faut réfléchir en écoutant les présentations et les panels qui vont suivre. Et sans plus tarder, je vous présente le premier présentateur, le professeur Stephen Biddle. Stephen Biddle est un assistant professor. Il était professeur associé en criminologie à l'Université d'Ottawa. Ses intérêts dans la recherche sont dans les crimes des entreprises et les règlements. Il est l'auteur d'un livre qu'on vient de publier et que je recommande, Still Dying for a Living Corporate Criminal Liability After the Westmine Mine Disaster, publié par Westway Press en 2012. C'est le CRSH a appuyé ses études sur les accidents du travail et le décès dans le milieu de travail. Alors, à Steve. Bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie, Catherine, de votre présentation et de votre présence pour ce qui va entre des questions et des débats très intéressants par rapport à l'intérêt croissant sur la responsabilité criminelle des sociétés. Je veux répéter les commentaires de Catherine pour remercier les commanditaires. Et je veux remercier particulièrement Caroline Couillère, qui est une coordonnatrice extraordinaire pour tout le travail qu'elle a fait dans l'organisation de cet événement. Sans elle, on ne pourrait pas être ici aujourd'hui. Je pense aussi de nous souvenir des 26 hommes qui ont été tués il y a plus de 2 décennies dans une catastrophe qu'on aurait pu empêcher. Nous nous souvenons d'eux et nous examinons l'importance de la responsabilité criminelle et voir des possibilités de rendre les milieux de travail plus sécuritaires. Je voudrais vous donner un aperçu de l'élaboration de la loi Westray et vous donner une idée de pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, pour comprendre malgré les attentes que cette loi pourrait transformer la responsabilité criminelle et sévir contre les criminels. La loi n'est vraiment pas utilisée. Chaque année, environ 1000 Canadiens meurent au travail et d'autres milliers font face à des blessures graves. Malgré la fréquence et la gravité de ces incidences, il y a très peu d'examens publics, politiques ou académiques et très peu de fois on considère que ce sont des crimes. Souvent, on va dire qu'il s'agit simplement d'accidents malheureux, mais qui sont liés à l'appât du gain. Ces morts continuent. Et le crime, il s'agit des dangers, des fusils, des gangs et des drogues. On dit que ce ne sont... En 2004, le gouvernement canadien a présenté la législation du Code communautaire pour renforcer la responsabilité criminelle des entreprises. Le projet de loi C-45
qu'on connaît surtout comme le projet de loi Westray, a présenté un devoir juridique pour assurer la sécurité des travailleurs et attribuer la responsabilité criminelle à l'organisation si un cadre supérieur aurait dû connaître l'infraction et a présenté des provisions de condamnation précisément pour le milieu organisationnel. On sait que tout ça a commencé avec la catastrophe Westray et l'enquête qui a été lancée par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse. Présidé par le juge Peter Richard, le rapport final publié en 1987 a caractérisé cette tragédie comme prévisible et a présenté des preuves selon lesquelles la direction de la mine avait été avertie plus que 50 fois et on en a fait abstraction. Il y a 74 recommandations dans le rapport du juge pour empêcher des incidents semblables et la recommandation d'une modification du code criminel pour que les dirigeants soient responsables aux criminels de la sécurité au travail. Cette recommandation faisait partie d'une colère de plus en plus forte sur le fait que les propriétaires de ces mines n'ont jamais été traduits en justice pour le trajet. Je pense qu'il est important de reconnaître le rôle des métallos qui ont fait une campagne incroyable pour recommander des changements et pour convaincre le gouvernement fédéral pour que le projet soit là. Je pense que ce projet de loi n'aurait jamais existé si les métallos ne l'avaient fait. En présentant ce projet, le gouvernement fédéral a déclaré que c'était extrêmement important pour assurer les responsabilités des organisations. On avait dit qu'on allait révolutionner les responsabilités criminelles des entreprises en mettant fin mais quand on regarde la situation de plus près, on comprend mieux. Pour commencer, l'introduction n'a pas été rapide. Ça a été assujetti à un processus de 6 ans dans le Parlement canadien. Et en plus, comme j'ai déjà mentionné, depuis l'entrée en vigueur en 2004, il y a seulement eu quelques condamnations et il y a seulement une déclaration de culpabilité. En plus, toutes les accusations comprennent de petites entreprises où c'est pas très difficile de trouver les responsabilités dans l'organisation. Ce ne sont pas les sociétés complexes qu'on voulait attaquer au départ. Et alors, comment est-ce que nous en sommes arrivés à ça? Pourquoi on a appliqué si peu cette loi? C'est pour ça dont on veut s'entretenir pendant ces 2 jours. Avec le temps qui me reste, je dis qu'on peut commencer à comprendre les défis de cette loi en regardant son élaboration, le processus au Parlement canadien. Mes recherches ont examiné les antécédents du loi et j'ai commencé par le rapport de l'enquête. Et ça comprend le travail du comité permanent un comité qui a reçu en 2002 la tâche d'étudier la responsabilité criminelle des sociétés. J'ai regardé les transcriptions parlementaires et le témoignage de plus de 3 des experts, des représentants syndicaux, les académiques, des membres des familles des victimes, et j'ai interviewé les personnes qui avaient des connaissances de l'élaboration du projet de loi. Je trouvais qu'il y avait des marges très contradictoires. D'un côté, il y avait un appui au Parlement pour présenter une nouvelle législation qui rendrait les entreprises responsables des décès des travailleurs. Mais d'un autre côté, il y avait une référence importante à certaines considérations qui atténuaient la gravité de ces crimes et qui a limité l'étendue de la législation. Il y en avait qui disaient oui, c'est une bonne idée, mais qui ont isolé ces crimes de ce qu'on appellerait de vrais crimes. Et je pense qu'il y a des déclarations sur les connaissances qui ont eu une influence importante sur l'élaboration et l'application du projet de la loi Westray.
on a vu que la loi était considérée comme une façon spécialisée de connaissances. Ceux qui essayons de parler de la loi devant le comité de justice devaient respecter ces qualités pour être reconnus comme des voix crédibles. De beaucoup de points de vue, il semble évident que les considérations locales ont dominé un processus qui était responsable d'examiner des options pour la réforme de la loi. Le discours juridique était dominant. C'est pas seulement que ces considérations est dominées, mais ça a autorisé à certaines personnes à intervenir. Mais ceux qui ne suivaient pas ces traditions étaient laissés de côté. La façon la plus dominante dans ces discours ont dominé le processus. C'était des références aux notions traditionnelles à mens rea. Pour être crédible et effective, toute réforme devait tenir compte qu'on avait besoin d'une mens rea pour tenir les sociétés responsables. Ça voulait dire que c'était très difficile de tenir les cadres supérieurs responsables de quelque chose qu'ils auraient dû savoir. Et un commentaire d'un député pendant les audiences qui disait jusqu'à quel point on peut aller dans la responsabilité. On dit que les directeurs devraient être responsables de tout ce que font les employés. Si on parle d'une grande entreprise avec des directeurs à Vancouver, il y a quelque chose qui arrive dans une usine à Toronto. Est-ce que le directeur à Vancouver est responsable? C'est ça qui est difficile. Et les notions dominantes de responsabilité, ça voulait dire trois choses. D'abord, seulement des voix crédibles, principalement des avocats et des juristes, pouvaient parler devant le comité de justice. Ça veut dire que les autres voix qui parlaient des causes structurelles des violations, les pressures des profits et les structures des entreprises étaient laissées à la marge. En plus, il y avait des modèles progressistes qui s'éloignaient trop loin des paramètres établis de culpabilité individuelle. Le meilleur exemple du modèle de culture coopérative du MPD qui était trop vague ou imprécis, c'était un modèle australien. Ça ne veut pas dire que ce modèle aurait été une meilleure option. On va en entendre parler plus dans la présentation du professeur Johnston, mais ça a été laissé de côté rapidement. Certains observateurs ont dit que les cadres supérieurs ne font pas plus face au risque de faire face à la responsabilité criminelle que quand la loi a été présentée. Les législateurs se référaient fréquemment à l'importance du capitalisme coopératif et que toute tentative d'exiger des responsabilités ne devrait pas être trop punitive. On dirait que les entreprises ne pourraient plus attirer les membres de conseil d'administration les plus importants. Les corporations partiraient du pays si la loi était trop rigide. Par exemple, comme un député a suggéré dans une autre citation, il faut faire attention. Si vous croyez que toutes ces entreprises vont rester ici si on met quelque chose trop dur dans notre législation, je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui regardent nos lois fiscales et d'autres lois et qui sont sur le point de partir. Ça reflète la volonté de protéger les principes économiques néolibéraux. Et ça ne nous permet pas de sévir contre les crimes des sociétés. Je pense que cet engagement à ces principes est extrêmement important aujourd'hui parce que les gouvernements de tous les paliers sont en train d'accepter les mesures d'austérité et font n'importe quoi pour créer des milieux qui sont favorables au milieu du commerce. Les principes néolibéraux, particulièrement l'idée qu'en tant qu'individus, nous ne sommes pas responsables de nos rôles dans ce marché libre, étaient au centre des préoccupations quand on voulait contempler qui était responsable de la sécurité au milieu de travail. Ces crimes étaient conçus comme des responsabilités des travailleurs des syndicats et des syndicats plus que dans le rôle des gestionnaires. Les accidents de travail étaient le résultat des employés qui étaient
pas capable. Ce n'était pas la gestion des corporations. Il y a un exemple qui nous en dit long sur cet engagement des notions individuelles. Quand un membre du Parti de l'Alliance a posé une question à Vern Theroux, un mineur qui va parler ce soir, qui a témoigné de ses expériences quand il travaillait à la mine. Après sa présentation, le député me demandait si les travailleurs eux-mêmes n'étaient pas responsables de la catastrophe parce qu'ils n'avaient pas ce qui était nécessaire d'assurer que l'explosion n'aurait pas lieu, malgré les preuves très claires que les directions ont refusé de prendre la sécurité au sérieux et qu'ils ont intimidé et discipliné des travailleurs qui se plaignaient des conditions qui n'étaient pas sécuritaires. On a maintenu la croyance que les travailleurs étaient responsables de leur sécurité. On voit des références souvent aux croyances que les entreprises et les directeurs ne sont pas des criminels. Les voix dominantes argumentent que même s'ils font quelquefois des méfaits, on ne peut pas les mettre dans la même catégorie que des criminels communs. Dans cette perspective, il s'agit que le crime est une violence dans les rues, pas des sociétés qui occasionnent des maladies graves et des blessures. La loi restée n'est pas au radar pour la police et la justice. Deuxièmement, tout de suite après la promulgation de la loi, ce n'était pas l'application de la loi qui était prominente, mais l'émergence des services nécessaires pour éviter les responsabilités criminelles. Il y avait des cours, des séminaires qui expliquaient au détail les paramètres de la loi et comment on pouvait éviter d'être pris par les filles. Normalement, on parle de la diligence raisonnable, un discours de gestion des risques et non pas de l'élimination des risques. Au lieu d'empêcher les accidents du travail, l'objectif est de réduire, dans la mesure du possible, les responsabilités criminelles. On ne veut pas empêcher les gens d'être tués au travail. Comme l'a remarqué, il y a énormément de gestionnaires du risque professionnel qu'on voit depuis la loi restreinte. Ils peuvent aussi adopter des stratégies légales, le droit d'avoir les conseils de l'avocat après un décès ou une blessure grave. Ça ne fait rien pour réduire l'exposition au risque. Comme Courtney David le propose, les évaluations de risque, c'est vraiment une façon d'éviter que la corporation soit tenue responsable. Alors, les suppositions qui sous-tendent la loi s'inscrivent dans les dispositions qui jettent des doutes clairs sur la capacité de tenir ces corporations responsables. On ne peut pas conclure que ce projet de loi était terminé, que l'avenir est complet. C'était une façon de parler par rapport à la préoccupation du pouvoir des sociétés quand il y a un manque de responsabilité. Ça nous rappelle que ce pouvoir est toujours en train de changer, c'est jamais élu, et l'État ne doit pas répondre aux intérêts des sociétés. Le fait que ces débitions dans la loi existent, ça veut dire que des acteurs des sociétés sont tenus responsables de leurs actes. Et ça crée la possibilité de transformation et un fondement pour les luttes pour assurer la sécurité des travailleurs. Ça nous donne une occasion unique d'explorer cette possibilité. Merci beaucoup. Alors, je vais changer de casquette et je vais présenter la pression qui va rancier. C'est le professeur Steve Toombs, dont la présentation s'appelle « Still Killing with Impunity ». Les entreprises tuent toujours impunément l'économie politique de la réforme du droit de la responsabilité criminelle des entreprises au Royaume-Uni. Il va parler de la législation
au Royaume-Uni, et c'est différent de ce qu'on a fait. Il est professeur de société à Liverpool Johns Moore University. Il s'intéresse depuis longtemps à l'incidence et la réglementation des crimes des sociétés et la gestion de santé et sécurité au travail. Il fait énormément de publications sur ces dossiers. Le professeur Toombs travaille de près avec le mouvement Hazards au Royaume-Uni. Il était le président de la responsabilité des sociétés. Et je suis heureux de présenter le professeur Steve Toombs. Alors, merci beaucoup tout le monde. Alors, je veux remercier tous les gens qui ont rendu cette chose possible et le privilège de m'avoir invité d'être ici aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup et je voulais également solidarité aux familles de Westray et de la part d'un groupe au Royaume-Uni, des familles qui sont en deuil et qui m'ont demandé d'exprimer leur solidarité aux familles des travailleurs de Westray. Mon point de référence aujourd'hui, comme indiqué, c'est l'équivalent du projet de loi Westray. Alors, la criminalité. Alors, je suis content d'en parler dans le contexte, dans le sens que mon intérêt et ma préoccupation, ça n'a rien à voir avec l'acte en lui-même, avec le projet de loi, mais le contexte dans lequel ce projet de loi a été présenté et qui est devenu presque désuet en quelque sorte. Alors, pour vous donner un contexte de l'état de la santé et de la sécurité au travail, si on regarde le nombre de décès en 2011-2012, alors je vais utiliser... Alors, c'est 175 dans le milieu de travail. Alors, ce sont des chiffres. C'est ce que j'ai trouvé une en-tête finalement pendant 10 ans, il y a 20 ans, de reconstruire un chiffre qui reflète la réalité. Alors, les décès sont enregistrés par des agences différentes. On peut reconstruire ces chiffres-là pour avoir de 1400 ou 1500 qui serait un chiffre qui reflèterait la réalité. Et c'est estimé également. Alors, ce sont seulement des estimations, des estimés des décès de cardiovasculaires ou de cancer. Il y a environ 50 000 décès par année. Alors, le travail tue, encore une fois. Et si on ajoute ceci les blessures non fatales, au public également, et qu'il y a seulement qu'un tiers qui sont enregistrés et qui sont rapportés aux autorités. Et il vaut la peine de dire, dans ce contexte statistique, que les droits et des décès et des blessures, parce qu'il y a beaucoup d'économies qui sont en récession et alors on pourrait s'attendre à ce que ces taux-là diminuent en quelque sorte. Alors, pour dire de façon brève, alors en 1994, ils ont été raffermis en 1996 pour présenter une nouvelle loi alors, qui s'appelle Corporate Manslaughter and Corporate Homicide. Alors, nous avons ces actes d'homicide involontaire coupable qui est venu en vigueur le 1er avril 2008.
Alors, ça s'applique aux entreprises, pas simplement aux entreprises, pas seulement que les organismes à but lucratif, mais ça n'inclut pas la responsabilité personnelle. Alors, il y avait des directives il y a eu trois condamnations étaient contre une petite compagnie, seulement 8 employés. Alors, elle était condamnée d'avoir contesté, d'avoir un homicide involontaire qui a été condamné. Alors, elle est allée en appel de la décision. Et évidemment, l'amende n'a jamais été payée, mais il y a eu deux autres causes où il y a eu condamnation. Et ce n'étaient pas des entreprises pour lesquelles on s'attendrait à ce que ce projet de loi serait appliqué. Mais aucune des deux n'ont été contestées en cours, mais les deux ont plaidé coupables. Et une fois de plus, en voyant les commentaires du juge, et le juge, dans sa condamnation, a mesuré le niveau de l'amende avec le risque aux travailleurs de perdre leur emploi. Alors, il n'y a eu que 3 cas jusqu'à date. Et le procureur général, on lui a posé la question cette année à la Chambre des communes, en avril 2012. On lui a demandé pourquoi qu'il y avait eu tant peu de condamnations, tellement peu de cas qui sont rendus en cours. Et je ne dis pas qu'il est un menteur, c'est un conservateur, mais quand même. Alors, Dominic Gray, sa réponse était qu'il y a eu 50 cas qui étaient en révision, ce qui est un peu étonnant. Combien de ces cas, ce serait intéressant vont se rendre en cours. Alors, j'ai demandé plus de renseignements, mais enfin, il ne faut pas s'attendre à grand-chose de cette requête. Alors, une question à savoir, c'est pourquoi il n'y a eu seulement 3 condamnations. Et il y a c'est peut-être lié aux lois elles-mêmes, mais il y a des questions. L'application de la loi. Et je voulais quelques raisons pour lesquelles la fréquentation. Alors, pour qu'un cas se rende en cours, les faits qui contribuent au décès devaient être mis en place après le 1er avril 2008. Alors, ces organisations complexes, alors qu'ils ont des procédures et des responsabilités, prennent des décisions, etc. Comment ces grandes opérations-là opèrent, on pourrait s'attendre à ce qu'il y aurait, à un moment donné dans le futur, que ces cas-là seraient présentés en cours avant que tout soit mis en place après 2008, le 1er avril 2008, pour contribuer au décès, pour qu'on puisse attribuer le décès. Après un décès, la police et le régulateur de la santé et sécurité, sous un protocole, ils font une enquête. Ils laissent la police prendre la tête dans n'importe quelle enquête lorsqu'il y a un décès en milieu de travail, jusqu'à ce que la police décide qu'il n'y a pas de cas criminels. Et là, ils vont passer le flambeau à la SEC. Alors, comme un commentateur a dit, c'est le cas de... Alors, la question qu'il y ait si peu de condamnations pourrait être le modus operandi, l'attitude de la police elle-même. Comme il l'a dit, la police sont mal équipés et ne sont pas habilités à poursuivre. Ils n'ont pas d'expérience dans le domaine. Et ce que j'ai dit plus tôt, la police également traite les décès en milieu de travail. C'est quelque chose de différent qu'un crime dans la notion communément acceptée. Alors, ça rend la poursuite moins probable. Alors la Commission a plus finalement la formation, mais la HEC, lorsqu'elle approche, ne regarde pas ou ne cherche pas une poursuite, ne cherche pas un criminel. Elle cherche une cause pour le décès qui pourrait être prévu dans le futur. Alors, la HEC comme organisation
Et surtout les inspecteurs, ils voient la poursuite comme un échec. La loi est le dernier recours. On aimerait mieux parler à l'employeur pour amener une correction, pour éviter ce genre de drame dans le futur. Alors, l'HEC a l'expertise, mais n'a pas l'approche nécessaire. Alors, plus important ceci, je voulais dire quelque chose. Le contexte qui s'est déroulé alors que la loi a été présentée. Alors, cette poursuite de HEC, c'est quelque chose que j'ai travaillé avec un collègue et un ami qui demeure en Liverpool. Il y a 2 universités. Il travaille à une université et moi, je travaille avec la mauvaise alors que lui, il travaille pour la bonne. C'est un travail conjoint. Ce que nous avons trouvé, et suite à une série de requêtes d'informations, durant les premiers 10 ans de la décennie des 2000, sous un gouvernement travailliste, il y a un déclin de toutes les formes on ne parle pas des décès, on parle des règlements de la part de la HSE en général. Alors, vous pouvez lire les chiffres vous-même. Il y a eu moins d'inspections, des enquêtes, des blessures majeures. C'est quelque chose. L'amputation de doigts, des brûlures graves ou de la cécité. Alors, il y a très peu d'enquêtes qui sont... Il y a peu de cas qui sont enquêtés par la HSE. Alors, la poursuite et l'application de la loi, les pénalités, on a vu une augmentation, et les condamnations, et suivant un décès, quand la poursuite sous l'égide de cette loi. Alors, nous voyons que ça a augmenté légèrement, mais les niveaux sont incroyablement bas, les niveaux de pénalités ou d'amendes qui sont imposées. Alors, c'était mis en place à la fin de la décennie quand l'application de la loi a été minée du point de vue statistique. Il y a aussi également un cadre plus ample. L'application de la loi, c'est quelque chose qu'on a regardé. La fameuse crise économique qui a commencé en 2008 et la récession et les mesures d'austérité qui ont suivi par la suite. Les pays industrialisés ont été affectés et 850 milliards en 2008 de pertes ou de stimulus. Alors l'engagement de l'État est créé. Il y a des pressions pour instaurer de la profitabilité et de création d'emplois, etc., étaient fortes. Alors, je ne parlerai pas des causes de la crise financière. Il y a une tonne de livres et de documentation. Et peu importe les causes ou ce qu'on en pense de la crise financière, le niveau et la nature de la réglementation fait partie de l'histoire, de la narration. Il y a quelque chose qui du langage utilisé du secteur corporatif et le secteur financier. Alors, étant donné ces faits et cette entente, c'est incroyable dans le contexte du Royaume-Uni que lorsque nous allons en élection en 2010, tous les partis politiques ont été engagés de déréglementation. 2 années après la crise financière, la déréglementation comme idée, comme concept, n'a pas été minée de quelconque façon. Alors, la déréglementation est vue comme désirable et nécessaire. La réglementation, vous êtes familier avec c'est quelque chose qui met des bâtons dans les roues, quelque chose qui doit être utilisé en dernier ressort. Ça coûte au gouvernement. Le gouvernement expérimentait une crise, ne pouvait pas se payer ces coûts-là, alors ça devenait fiscalement moins viable, évidemment. Alors, la représentation de l'âge de l'austérité était le capital privé et ce capital devait créer des emplois et créer de la taxation. Alors, le capital
privés ne pouvaient pas être soumis à la réglementation. Alors, il fallait libérer les sociétés et que c'était le seul véhicule pour pour le relancement de l'économie. Alors, aux côtés de ces développements matériels et idéologiques, il y a eu aussi également, je devrais dire, en 2010, le Parti travailliste qui a perdu les élections pour cette raison. La coalition, du gouvernement coalition avec les conservateurs, avec les démocrates libéraux aussi, et Cameron et le premier ministre qui est à la tête du gouvernement. Il y a eu une tentative explicite presque immédiatement après cette victoire électorale, lorsque la coalition a été formée, de créer un nouveau leadership moral j'utilise ce terme ici dans d'autres. J'ai récolté un certain nombre d'énoncés qui sont très lisibles et qui disent beaucoup sur le mépris pour la réglementation et la sécurité dans le milieu du travail. Et quasiment un mépris de classe. Et alors, pour un gouvernement qui rêve d'une déréglementation des règles de santé et sécurité au travail. J'ai choisi de vous montrer aujourd'hui, d'amener à votre attention, pas parce que je dis est typique, Cameron dit des choses qui sont typiques. Ce qui est intéressant de David Cameron le fait dans le contexte de son discours d'adresse à travers l'Angleterre et à travers certaines villes écossaises, après des émeutes qu'il y a eu à Liverpool, à Manchester et d'autres villes. À travers Cameron a fait un discours et il a commencé à parler de la santé et de la sécurité au travail. C'est assez incroyable que la société est brisée. Les niveaux d'embauche sont très bas. La société est brisée parce que les droits fondamentaux sont toujours dans le chemin. Alors, c'est la fin. Alors, la culture, l'obsession de la santé et de la sécurité a effrité la volonté des gens à agir selon le bon sens. Alors, c'est un libellé. Nous avons une obsession avec la santé et la sécurité qui a effrité la volonté des gens à agir selon le bon sens. Alors nous sommes obsédés par la santé et la sécurité qu'il y a une enquête seulement sur une des 9 blessures graves. Le deuxième énoncé, c'est pas parce qu'il est atypique, mais il est typique. Une fois de plus, je l'ai choisi parce que le contexte dans lequel le discours a été fait. Alors, c'est le discours à son propre parti et à la conférence des conservateurs. C'est peut-être un des discours le plus important dans une année. Une fois de plus, il veut partir de la santé et sécurité. L'une des choses importantes qui retiennent les gens est l'aspect de la santé et de la sécurité. C'est la santé et la sécurité, une fois de plus, une des choses qui retiennent les gens. Et il continue en disant d'utiliser des exemples vides. L'utilisation. Alors, ces choses-là sont apocalyptiques. Et alors, explicitement, il lie la santé et la sécurité. Le dommage. Alors, ici, nous avons ce qu'on pourrait s'attendre. Alors, ce n'est pas avec des brassards que le Royaume-Uni s'est développé. Ce sont les brassards qu'on utilise, avec lesquels on utilise. Alors,
les feux. Alors, enfin, le bon sens revient à notre pays parce que le gouvernement est explicite dans un programme avancé dans une déréglementation dans le contexte de santé et sécurité. Alors, je voulais en faire mention brièvement. À l'intérieur de quelques jours de la coalition étant formée, David Cameron a déterré quelqu'un qui s'appelle David Young, qui je croyais était mort. David Young était le ministre préféré de Margaret Thatcher ou Lord Young. Mes autres ministres m'amènent des problèmes. Lui, il m'amène des solutions. C'est ce que Margaret Thatcher. Et dans les années 80, celui-ci était opposé. Je pensais que sa carrière politique était finie, mais Cameron l'a ramené pour revoir la réglementation de santé et sécurité. Et à l'intérieur de quelques mois, nous avons eu un rapport qui prônait la déréglementation de la santé et sécurité. Et à l'intérieur d'une année, il amène un académicien, un universitaire, pour donner pour amener des arguments pour la déréglementation. Et les deux amènent le concept du risque faible. C'est utilisé flexiblement. L'idée de risque faible comme concept est utilisé pour justifier que plusieurs emplacements de travail n'ont pas besoin de surveillance. Alors, c'était annoncé qu'un certain nombre d'entreprises seront exemptes d'inspection sous ce concept. Et ce que sont ces entreprises à faible risque, tous les emplacements de travail, tous les prisons, les transports publics, les services postaux, l'électricité et les manufactures qui produisent l'électricité pour la lumière. Et ceux-ci deviendront exempts. Alors, pour conclure, je devrais en revenir de l'homicide involontaire. Alors, aucune de ces entreprises n'a été condamnée jusqu'à date. De ces 50 cas sur le bureau, il y a 2 qui ont rapport avec le transport pour Londres et l'autre pour une... Alors, c'est deux larges sociétés. Alors, c'est un organisme qui est poursuivi. Ceci étant dit, le contexte auquel j'ai fait allusion, alors symboliquement, je suis d'accord avec Stephen là-dessus, alors que c'est devenu désuet. Alors, le HES qui met en application est finalement impuissante, limitée dans leur action, dans leur champ d'action. Et le capital privé, à comparer à il y a 10 ou 15 ans, incroyablement, à la fin des années 2000, est libre de toute réglementation et complètement libre de toute réglementation. Merci beaucoup. Alors, c'était fantastique. Merci beaucoup. Alors, nous avons du temps pour des questions. S'il y a quelqu'un qui a une question ou une discussion, juste en écoutant, il y avait tellement de parallèles entre certaines choses qu'on voit ici au Canada. S'il y a quelqu'un qui a une question, s'il vous plaît, levez la main. Levez la main suffisamment haut pour que je puisse la voir. Merci, s'il vous plaît. Bonjour, Steve. Mon nom est Cozy Chamber de l'Université McGill. Merci pour la conférence fantastique. Ma question, vous parlez de la déréglementation post-2008, la tendance que nous avons, qui est un problème, si vous me le demandez. Mais même quand nous avons la loi, il y a un problème avec la mise en application. Et les gens pensent que d'avoir une loi, c'est la solution à tout problème qui existe. Mais si nous avons la loi et qu'il y a un problème de la mise en application, il y a un problème avec la culture. D'avoir les gens dans l'idée, l'approche qu'ils utilisent la loi, pensez-vous que la culture est un problème? Et si oui, comment pensez-vous que nous pouvons changer la culture, modifier pour que
comment pouvons mettre en application les lois en lieu lorsque se présentent ces situations? Je pense que la culture est un problème dans le sens que, et une fois de plus, vous êtes sûrement familier avec ceci dans votre propre contexte. Une des façons que l'application par le Parti travailliste était de parler en termes de la société pas dissimilaire au langage que Cameron utilisait, que la société était trop peureuse ou adverse au risque, que santé et sécurité était une culture punitive qui affectait de façon détrimentale. Et ce genre de langage, ce discours, on a donné une signification. C'était élevé par Cameron post-élection. Alors, je ne sais pas si ce n'est pas la réponse à votre question. Il y a un problème culturel et qui sont trop réglementés et trop renforcés, surtout dans le contexte de santé et sécurité, quand Dave, dans les années 2000, la plupart des... je ne veux pas m'éloigner de votre question. Quand on dit que le milieu du travail en 2010, et ça n'existe pas, le milieu de travail moyen, mais statistiquement, on peut dire ceci. En 2010, le milieu de travail pouvait s'attendre à avoir un inspecteur à tous les 38 ans. L'idée est renversante parce que l'idée d'un inspecteur, c'est quelqu'un qui arrive à l'improviste dans le milieu de travail sur une base régulière. Alors ce concept-là est complètement désuet. Alors, qu'est-ce qu'on fait à propos de cette situation? Je pense qu'un des arguments les plus puissants je pense que l'un des arguments les plus puissants, un des véhicules à l'encontre de cette culture, alors les familles contre les tueurs corporatifs, beaucoup de mes amis, je les respecte tous, je ne dis pas des choses que je ne leur dirai pas en pleine face. Ce sont des gens apolitiques. Ils ne sont pas se sentent pas concernés jusqu'à temps qu'un frère ou un parent perde leur vie au milieu de travail. Et là, ils réalisent, et là, ils veulent contribuer et faire campagne sur le manque de mise en application. Et ce sont les forces les plus fortes que mes statistiques, que les arguments sociaux, politiques des gens. Alors, quand on fait face à ces familles, ces amis, je pense que cette voix très puissante, ça rentre dans la conscience populaire de la culture. Très intéressant. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait une question? Monsieur, dans le chandail rouge. Je suis de Justice Canada. Si vous pourriez commenter à propos de cette loi allemande, quel est le mens rea? Qu'est-ce que ça l'atteste? C'est important avec nous. Peut-être que j'ai mal compris. Est-ce que c'était limité? Quelles sont les responsabilités de la haute direction sous la loi du Royaume-Uni pour qu'on puisse la comparer à ce qui a lieu ici? Alors, le test légal, c'est le test de la haute direction. Et ça, ce qu'elle fait, c'est qu'on enlève le mens rea d'un individu et on colle cette notion-là à la haute direction. Et la haute direction n'a pas été définie ou testée par ces 3 cas. Ça devrait être testé par les cours à un moment donné. Et il y a beaucoup de préoccupations comment ce test sera effectué. Mais le principe d'identifier la compagnie, l'entreprise, avec certains directeurs, le problème avec ceci, c'est que est-ce que ça a été en contravention avec la nouvelle loi? Si on regarde aux 3 cas, les données qui s'y rapportent, c'est très facile d'identifier la haute direction avec ce que l'entreprise a fait ou n'a pas fait, mais c'est le test de la haute direction à laquelle se colle la notion de mens rea. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie de la question, la loi ne génère pas de responsabilité pour les directeurs individuels. Ils peuvent être poursuivis
pour négligence grossière et homicide involontaire sous l'article 37. Alors, les propositions régionales qui venaient d'une commission en 1994, qui ont été élaborées en 1996, n'incluaient pas la possibilité de poursuivre les dirigeants individuels pour homicide involontaire. Dans les 30 ans que la loi est venue en vigueur, il y avait un point principal en 2002 quand cette clause-là a été enlevée, a été retirée après une consultation avec les... Alors, c'est une façon détournée de dire que la loi canadienne n'a pas d'impact, n'a pas de prise sur les dirigeants individuels. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mon frère Andy King. Alors, une partie de ma question est affectée par la dernière partie de votre présentation, qui était extraordinaire, des citations incroyantes qui mettaient la santé et la sécurité sous attaque comme étant un problème. Ma question, le processus de déréglementation et de réduction de l'application de la loi pour les gens qui sont responsables, c'est un phénomène ici aussi, comme ça l'est ailleurs. Et ma façon de penser, une des lignes directrices, c'est que le climat, c'est qu'il y a une augmentation de la pression à cause de Westray, qu'il y a eu des décès, d'utiliser le système de justice criminelle et pénale, d'utiliser ce genre de justice, c'est une réponse à l'absence de réglementation. Alors, en vous adressant cette question et le contexte dans lequel le gouvernement lui-même ne prend pas la question de santé et sécurité comme étant un projet digne de cause. Alors, j'essaie de faire l'équilibre. Quelle est l'explication pour démoniser la santé et la sécurité? Est-ce que ça fait obstacle au monde des affaires? Et au niveau local, est-ce qu'il y a un soutien pour ce genre d'agenda? Alors, ce qui a fait adopter le projet de loi Westray, c'était des sondages du public qui montraient le soutien de rendre les sociétés responsables. Alors, quel serait le facteur? Alors, il y a deux questions comprises dans ceci. Je peux m'adresser aux deux en même temps de façon incroyable. Alors, la démonisation de santé et sécurité, c'est... Il y a une personne appelée Harry Bill aux États-Unis dans une pièce de 1986 que j'ai gardée en mémoire de toutes les attentes d'imposer ceci la loi de santé et sécurité. C'est la loi à laquelle les entreprises s'objectent le plus parce que ça fait obstacle dans la façon que le travail est fait, le travail est accompli. Alors, je suis certain que les choses sont plus complexes que ça. Quand je fais face à ce genre de questions, je ressors sa réponse adepte. La deuxième partie de votre question, c'est il y a du travail qui a été fait dans les 2 ou 3 dernières années par Paul Harmon dans une académie britannique avec qui je suis en désaccord sur presque tout, et lui avec moi, pour être juste avec lui. Il écrit, il fait des recherches sur la santé et la sécurité. Une des choses qu'il a fait, c'est à travers des groupes de travail et à travers des sondages, de tenter d'élaborer l'opinion du public en ce qui a trait au décès. Il y a un travail qui va sortir dans le journal de criminologie, mais Paul Harmon, il documente de façon très persuasive qu'il y a un soutien de tenir les commis responsables pour les
les décès multiples. Et c'est tellement flagrant. Mais il faut toujours séparer le comment du pourquoi. Alors, il faut séparer ça de tout le matériel bureaucratique à bas niveau et qui se passe de façon simultanée avec cet outrage du public. Et c'est l'heure de questions. Peut-être d'autres. Merci. Je suis Robert Champagne des Métalleux. Je demande si vous savez quelque chose sur la réaction du mouvement syndical au Royaume-Uni par rapport aux échecs de cette législation. Est-ce qu'il y a une réaction organisée par rapport aux 3 condamnations? Par rapport à la loi, précisément, il n'y a pas de réaction organisée. Mais il y a une tentative de la part du mouvement syndical de réagir face au contexte plus large de l'application de la loi très faible et les réactions du gouvernement de coalition. Mais honnêtement, ça c'est aux marges du mouvement syndical et ça fait partie du hazard movement, le mouvement des dangers. Ça fait partie du mouvement syndical avec des organisations communautaires à l'extérieur du mouvement syndical. J'ai travaillé avec Hazard depuis quelques années et ils ont fait c'est une organisation qui lance des campagnes incroyables. Ils appuient les représentants syndicaux dans les milieux de travail, surtout là où on n'est pas bien organisé. Il y a une réaction au déclin. Mais c'est vraiment marginal dans le mouvement syndical et j'ai déjà dit dans des conférences syndicales, mais en général, la réaction du mouvement syndical dominant par rapport aux choses que j'ai mentionnées était assez lamentable. On remarque surtout, et ça brille par son absence, on dirait. Alors, avant de reconnaître la personne qui est au micro. En français aussi. Puis certainement à mes confrères, to my sisters in the room, also please to ask questions. Ma consoeur aussi. Sister in French would be ideal. Ce serait idéal qu'une consoeur intervienne en français. Allez-y, monsieur. I will ask my question in French, so adjust your... Je vais poser la question en français. Jean Artaud, je suis professeur à l'École de technologie supérieure, une école d'ingénieurs. Je fais de la prévention au travail depuis 1980, où j'ai commencé à la commission d'enquête Belle Morale. Et le titre du colloque pourrait aussi s'appeler Belle Morale, 32 ans plus tard, où il y a eu 8 morts. Il y a eu une poursuite aux criminels qui a tombé dans l'oubli. Il y a quand même eu 8 morts lors de cet accident et un 9e qui a précédé. Et c'était une cause prévisible. Un simple commis aurait pu prédire qu'il y avait une zone dangereuse dans la mine. Donc, ma question est beaucoup plus au niveau comme préventionniste, quand vous avez parlé de la culture des entreprises où on oppose santé, sécurité du travail et productivité et rendement économique. Lorsqu'on fait de l'analyse d'accidents, ce qu'on constate, les accidents de travail ne sont que la pointe de l'iceberg de dysfonctionnement de l'appareil de production. Malheureusement, une fois à l'occasion, il y a un travailleur qui se trouve avoir la main là et elle se fait couper. Mais il y a souvent des dysfonctions qui causent des interruptions, des bris d'équipement, donc des pertes économiques pour l'entreprise. Donc, opposer un et l'autre, à mon sens, c'est une erreur parce que lorsqu'on corrige correctement les causes des accidents de travail, on augmente également l'appareil de production. Et très souvent, quand on arrive à parler de l'erreur humaine pour expliquer les accidents et faire porter toute la responsabilité sur les travailleurs, ce que j'ai constaté,
c'est que les travailleurs font face à des choix qui s'appellent travailler, produire, avoir un salaire versus mettre en place ou activer des systèmes de protection. Et si le système de protection n'est pas adéquat, cause une interférence à la tâche, le travailleur va préférer la tâche parce que c'est ce qui va lui donner sa paye à la fin de la journée. Donc, on place les travailleurs à des choix épouvantables. Et lorsqu'on conçoit les équipements de façon appropriée, les gens les utilisent et ce qu'on constate quand on fait des analyses de productivité, de coût, c'est que c'est rentable. Donc, à mon sens, quand vous avez parlé de culture, vous avez reflété ce qui est souvent ce qu'on entend, mais quand on est en prévention, ce qu'on constate, c'est quelque chose du contraire. Il faut prendre le temps de faire les analyses en profondeur. Dernier élément, quand vous parlez, il y avait des gens qui ont parlé sur la mise en place ou les poursuites, le enforcement. Il y a quand même un problème, c'est qu'il y a une pénurie d'experts indépendants. Et comme l'argent ou les endroits où ce que vous avez en Angleterre, le Health and Safety Executive et la division recherche, au Canada, on a des instituts de recherche, il y en a un peu partout. Les fonds sont très peu, il n'y a pas beaucoup d'argent. Donc, les projets de recherche ne peuvent pas être développés et faire ces expertises-là pour en avoir fait à plusieurs reprises, c'est coûteux. Donc, s'il n'y a pas de budget, bien, on ne fait pas l'expertise, puis on n'est pas capable d'avoir la preuve pour faire la poursuite. Fin de l'histoire. Je veux vous remercier de votre intervention. Je voudrais dire deux choses pour répondre à vos commentaires. D'abord, l'argument que vous proposez, vous dites que c'est plus productif de ne pas tuer les travailleurs et non pas interrompre le processus de production. On dit que c'est un business case, une justification de la santé et sécurité. Ça convient au milieu de d'affaires de bien performer au lieu de gérer tous les aspects des affaires. Il y a plusieurs choses que je voudrais dire, même si c'est vrai ce que vous dites. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de rationnel dans le monde des affaires. La plupart des organisations commerciales, ce n'est pas simplement un manque de rationalité. Et en général, c'est assez stupide. Alors, je parle peut-être à la légère, mais dire que les individus ou des entités corporatives sont logiques, je pense que c'est problématique. Je rejette un peu l'argument, oui. La deuxième qualification par rapport à ce business case, c'est que si on prend un point de vue rationnel des activités économiques et du monde, je conviens que c'est contre-productif. Il n'y a pas de cas d'interruption, les incidents dangereux. Beaucoup de ces blessures aussi vont à l'envers de la productivité et aux intérêts de profitabilité de l'organisation. Alors, cette justification a une certaine valeur. Mais au-delà d'un certain point, et on ne va jamais savoir où c'est, ce qu'on peut dire aussi, Nichols et Armstrong l'ont dit il y a 35 ans dans un document qui s'appelle Safety or Profit. Oui, c'est profitable de gérer des milieux de travail qui sont dangereux. Alors, cette justification ne va pas très loin. Le deuxième point, ce que vous avez dit sur un manque de ressources et de fonds, je dirais qu'un des problèmes très mondains que nous avons au Royaume-Uni et peut-être ici aussi, c'est le HEC perd un personnel qui a beaucoup d'expertise et c'est parce qu'on ne peut pas payer des salaires qui concurrencent l'industrie privée.
et l'industrie privée travaille avec les gens qui sont des inspecteurs, qui étaient des inspecteurs et qui sont devenus des consultants sur la sécurité dans les organisations. Et il y a une raison très concrète pour expliquer pourquoi le personnel qui a beaucoup d'experts sont en train de partir de HEC. Nous avons le temps pour une question de plus. Il y a Catherine Lepel qui s'approche du micro. Une question rapide et un commentaire en même temps. Il y a une question dans le commentaire. Notre collègue vient de soulever le cas Balmoral. La dernière fois que j'ai publié sur ça, il y a 25 ans, sur ce cas-là, si je me souviens bien, il y a eu un jury pour cette poursuite dans un petit village du Québec et les gens qui dépendaient de la mine. C'était la seule industrie dans le village et j'ai traduit vos diapositives et je sais que des juges soulèvent des questions sur la possibilité de faire payer les amendes inversement parce qu'on ne veut pas fermer les industries. On sait ce qui se passe avec l'amiante maintenant. Il y a des pressions pour qu'on garde ces mines ouvertes malgré tout ce qu'on sait sur l'amiante. Alors, il y a des pressions des travailleurs, des communautés qui veulent maintenir ces affaires parce que c'est le seul mécanisme de survie qui existe dans ces communautés. C'est une très bonne question et je vais vous donner un exemple très concret pour répondre à cette question. Et il faut que je dise au départ que je suis très privilégié, j'ai un bon salaire, je fais quelque chose que j'aime et mon emploi n'est pas menacé. Alors je dis tout ça tout de suite. J'ai commencé à travailler au nord de Liverpool il y a 2 ans avec un groupe qui faisait une campagne. C'est un des parties les plus dévalorisées de Liverpool et de tout le pays. On avait installé une entreprise. Il y avait des emplois à l'échelle locale. Et on a fait une campagne tout de suite. Il y a eu énormément d'hostilité dans la communauté parce que les organisations communautaires disaient qu'on faisait face à la pollution, la facture de ce bois produit un genre de formaldéhyde. Et là, c'était clair qu'il y avait des problèmes importants dans la gestion de la santé et sécurité. Dans l'usine, il y a eu des incendies, des explosions. Il y a beaucoup de blessures et 3 décès sur une période de 6 mois. Ça, c'était très important. Dans la campagne où je travaillais, on a commencé à exiger qu'on ferme l'usine parce que pendant 6 et 7 ans et ensuite pendant 12 ans, la direction n'avait démontré qu'on n'avait pas de capacité de gérer de façon sécuritaire cette usine. Je faisais partie de la campagne. Ça crée énormément de problèmes dans la communauté et avec le mouvement syndical à l'échelle locale. On a fini par fermer cette usine cette année. Je ne me souviens pas de la date, mais même si 200 personnes ont perdu leur emploi dans un moment économique horrible, mais par rapport à la santé et sécurité et par rapport à l'environnement et les effets sur la santé de la communauté, mais je ne pense pas que l'entreprise et ces gens, et je regrette de le dire, je ne pense pas qu'ils aient le droit de faire survivre cette entreprise si c'est en train d'endommager tout le monde. C'est horrible. On a perdu 200 emplois. Et ils ne vont pas récupérer ces emplois. Mais je ne pense pas qu'ils aient le droit moral d'exiger ces emplois. Ce n'est pas de leur faute, mais de façon systématique, on voyait que la direction ne pouvait pas gérer de façon sécuritaire ou écologique. Ça causait des dommages à la santé dans la région. Je pense qu'on ne peut pas vendre la santé et sécurité au travail. Je sais que c'est une position dure, mais c'est ça que je pense.
Ce sont des commentaires qui nous obligent à réfléchir. On va faire une pause très brève de 15 minutes et je demanderai que tout le monde revienne pour 10h30 et je demanderai aux personnes qui vont intervenir sur les responsabilités de venir ici et s'installer. Bob Nice, Steve Hunt, Kenneth Gell, Céline Gigard et Jamie Gurjak. S'il vous plaît.